3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien en ce mercredi. Ce mercredi, vous avez l'habitude qui sur ma chaîne est synonyme de best-of des live Twitch, en mode Crystal Ball. Mais avant ça, il faut que je vous parle du sponsor du jour, la NBA, dont je suis toujours ambassadeur, et plus spécialement son outil parfait pour regarder tous les matchs, absolument tous, le NBA League Pass. Et le League Pass justement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour savoir tout ça, rien de tel que de filer le relais à ma fidèle assistante. Salut, c'est moi, le NBA League Pass. Comment ça, t'aimes la NBA et on se connaît pas ? Parce que oui, si tu veux suivre le basket américain, je suis l'outil ultime. Avec moi, suis tous les matchs de la saison ou des playoffs en direct comme en replay sur ton ordi, ta tablette et même ton smartphone. C'est pas mal tout ça, non ? Quand on voit les horaires des matchs en France, la solution du différé est bien pratique. Tu peux également voir les résumés dès la fin des rencontres et les regarder ensuite en condensé si tu fais partie de ceux qui n'ont pas le temps dans la vie. Par contre, si tu as le temps, tu vas kiffer. Parce qu'en plus des matchs actuels, j'ai aussi tout un tas de matchs à l'ancienne, les plus cool. Un bon moyen de se rappeler aux bons souvenirs ou de compléter ta culture basket. Tu verras, je te propose plusieurs offres en fonction de tes envies et de ton budget. Alors si tu veux te faire plaisir tout en soutenant les projets du 6e homme, n'hésite plus. Je te donne rendez-vous dans la description et inscris-toi en utilisant son lien. C'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'il continue d'être ambassadeur de la NBA et je te le cache pas, c'est super important pour lui. Avec le NBA League Pass, la NBA c'est où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. À très vite! Ça tue non, mais le mieux, vous savez ce que c'est que évidemment là, pendant le All-Star Weekend, il va y avoir une couverture de ouf avec tous les événements et surtout vous allez pouvoir profiter d'une grosse promotion. Et ouais, à partir de maintenant, le League Pass c'est seulement 84,99€ et ce playoff compris, donc jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin des NBA Finals. Franchement à ce prix là c'est presque cadeau, alors si vous êtes passionné de NBA, on n'hésite plus, on se crée son NBA ID, on s'abonne au League Pass et par la même occasion on soutient la chaîne, que demande le peuple. Shut up and take my money. Et là justement, si aujourd'hui vous êtes là, c'est lié avec tout ce qui va se passer ce week-end, parce que nous, on va essayer de réimaginer le All-Star Game. Bien sûr, les événements auxquels on va assister de vendredi à dimanche sont déjà très cool, mais là, avec l'immense montée en puissance des joueurs internationaux en NBA, je me suis dit pourquoi ne pas imaginer une nouvelle version du match des étoiles, le clou du spectacle. De toute façon, tout ce concept, je vous l'explique juste après, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Qu'est-ce que donnerait un All-Star Game World versus USA ? Aujourd'hui, on va parler du All-Star Game. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, cette idée de confronter potentiellement une Team USA à une Team World. Et ça tombe bien parce que de toute façon, là, comme on le voit sur mon visuel, où je vous ai mis... Alors, il n'y a pas les blessés et les remplaçants des blessés, même si ça a été annoncé là récemment, mais peu importe, on va attendre ça c'était le truc de base. Mais ça tombe bien parce qu'on a un capitaine qui est grec et un capitaine qui est américain. Donc ça pourrait être potentiellement les deux représentants des équipes qu'on va former aujourd'hui sur la Team World et sur la Team USA. Mais en gros, ce qui est sûr, c'est que le All-Star Game, on s'en rend compte, de plus en plus, c'est fait pour le spectacle. C'est la fête du basket, vraiment. Il y a de plus en plus de points, il y a moins de défense, il y a de plus en plus de dunks, et même si ça a toujours été le Showtime, le All-Star Game, là, c'est vraiment tout pour le Showtime. On va pas le cacher, c'est plus les mêmes matchs que dans les années 90 ou même des années 2000. Moi, j'ai un souvenir ému du All-Star Game 2001 maintenant. Et là, je me dis peut-être que... Alors, je sais bien que la NBA aime ce Showtime et que les fans aussi aiment ça, mais certains aimeraient peut-être quelque chose de plus compétitif, des matchs avec beaucoup plus de rivalité. Et moi, je me dis, pour ça, il faudrait peut-être tourner une page. Et quitte à vraiment tourner une page, quitte à aller de l'avant, j'aimerais peut-être que, enfin, ce serait historique, parce que c'est le cas depuis toujours, on quitte les conférences pour faire des votes. Parce que déjà, de toute façon, maintenant, même si on choisit 12 joueurs par conférence, de toute façon, au moment des votes, les matchs, c'est plus la conférence Est contre la conférence Ouest. Aujourd'hui, on a des drafts qui sont réalisés en pré-game, en fait, qui sont réalisés à la fin, qui étaient réalisés à l'avance jusqu'à cette année. Cette saison, ça va être fait juste avant le match. Ça, je pense que ça peut être très cool, vraiment. Ça peut être rigolo de voir tous les joueurs sur place. J'ai hâte de voir la tête de celui qui sera choisi en dernier. Mais en tout cas, voilà, c'est une draft qui se fait à partir des joueurs sélectionnés que je vous ai affichés là, sachant que, il y aura certains blessés qui seront remplacés, évidemment, et pour l'instant, on connaît pas encore tous les noms des remplaçants, donc le visuel n'a pas été fait. Par exemple, on vient d'apprendre que Jaylen Brown ne sera sûrement pas là. Peut-être que c'est une occasion pour James Harden, qui pour moi est un des plus gros absents, en tout cas parmi ceux qui n'ont pas été pris au All-Star Game. Mais bref, cette petite draft là juste avant, moi j'aime bien, ça peut pimenter le truc, ça peut être sympa.
Ceci dit, moi j'aimerais bien, en tout cas c'est quelque chose auquel je pense depuis des années, et je sais que vous êtes nombreux aussi à y penser, qu'à la manière du Rising Stars il y a quelques saisons, ou à la manière du hockey, hein, il le faisait en NHL jusqu'en 2002, ou parce qu'en NHL de toute façon les internationaux on le sait ont toujours eu une place super importante, on passe à un match Team USA versus Team World. Aujourd'hui de toute façon on le voit, les internationaux ils montent vraiment en puissance en NBA, les 4 derniers trophées MVP ont été donnés à des internationaux, même s'il n'y a que 2 joueurs à se les partager, mais en tout cas après 2 fois Antetokounmpo et 2 fois Jokic, peut-être qu'on aura encore un international cette année. On sait très bien que Jokic est bien placé encore pour être potentiellement MVP. Quand on voit que même de toute façon les 2 dernières années, le deuxième au MVP aussi c'était Joel Embiid, encore un joueur international, on se rend compte que il y a une vraie présence en NBA de tous les joueurs de tout plein de pays du monde entier. Et c'est vrai que j'ai pas les stats, j'ai pas la vérité, mais j'ai l'impression que parmi les ligues majeures du sport US, la NBA est peut-être celle où il y a le plus de pays représentés. Et je sais très bien que la NHL, il y a beaucoup d'internationaux, mais c'est vrai que c'est quand même plus le Canada et certains joueurs des Républiques tchèques et certains pays de l'Est. Alors je suis pas un grand fan de la NHL, je suis peut-être en train de dire de grosses bêtises, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que la proportion et la quantité de joueurs internationaux et la variété des pays desquels ils viennent, quand on voit qu'il y a aussi des joueurs qui viennent d'Afrique, qui viennent de tous les continents en NBA, je pense que ouais, la NBA a vraiment une place dans le monde international et dans cette espèce d'ouverture avec des frontières qui sont de plus en plus ouvertes pour les joueurs de partout. Donc aujourd'hui, moi je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'imaginer ce que ça peut donner. Alors bien sûr, on le sait, cette année le All-Star Game ce sera toujours avec ce principe de draft, mais peut-être que dans les années à venir, on pourrait imaginer un All-Star Game comme ça. Et là je me suis dit, on va essayer de voir s'ils avaient imaginé ce All-Star Game pour l'année 2023, à quoi ressembleraient les effectifs. Mais bien sûr, ce serait selon les règles actuelles. Donc j'ai fait 2-5 de départ, avec les règles actuelles, avec 2 guards et 3 front-court à chaque fois, et pareil pour les remplaçants, pour chaque équipe, on prendrait 2 guards, 3 front-court, et on rajouterait 2 wildcards, exactement comme ils font de toute façon pour faire toutes les sélections. Mais pour ça, j'ai pas choisi les joueurs qui selon moi méritaient le plus. Je suis allé voir en fait le classement, parce que si vous allez voir de toute façon sur internet, vous pouvez trouver le classement du bilan qui ont été faits pour les 5 de départ, c'est-à-dire le bilan entre le vote des fans, le vote des médias et le vote des joueurs. Avec ça, de toute façon, ça permet de voir qui est arrivé en tête et comment tout le monde se hiérarchise par rapport à ces 3 votes-là. Alors je sais que ça, normalement, c'est juste utilisé pour choisir les starters, pour choisir les titulaires, et c'est ensuite les coachs qui choisissent les remplaçants. Moi, c'est ce que j'aurais aimé faire, choisir les starters vis-à-vis de grâce à ces tableaux, et choisir les remplaçants avec les votes des coachs. Malheureusement, j'ai pas pu faire ça parce que les votes des coachs n'ont pas été rendus publics. Donc je suis resté avec ce mix fans, médias, joueurs, les 3 qui ont choisi pour les starters, pour choisir à chaque fois les 5 starters et les 7 remplaçants. Donc ça m'a permis d'élaborer mon roster. Je le répète, c'est pas forcément mes choix. Il y a de vrais absents, de vrais mecs qui pour moi auraient eu une place, mais quand on regarde, c'est comme si tout ce panel de gens d'univers différents, je répète, fans, médias et joueurs, avaient tout choisi, les 5 de départ et les remplaçants, et on va voir ce que ça aurait donné pour 2023. Donc ouais, aujourd'hui, même si j'aurais pas forcément fait ça et que je choisis pas, je vais vous les présenter, je vais vous montrer aussi à quoi aurait pu ressembler ce All-Star Game 2023 USA versus World. Peut-être que ça pourrait permettre à Fox et Harden une sélection, notamment, même si Fox, normalement, il y a des chances que ce soit fait avec les blessés. Harden, c'est pas encore sûr, comme je disais tout à l'heure, mais aussi, de toute façon, on va essayer, moi, ce que je trouve intéressant de voir dans ces effectifs, c'est de se dire, déjà, essayer de voir qui pourrait gagner, qui a les meilleurs arrières, qui a les meilleurs front-court, qui a le meilleur banc, qui a la meilleure équipe tout court, mais aussi essayer de se dire, est-ce que ça pourrait vraiment être plus intéressant que ce qui se passe en ce moment? Moi, je me dis en vrai que ça pourrait créer une vraie rivalité, parce qu'on imagine que ça tiendrait à cœur aux internationaux de taper les US chez eux, parce que de toute façon, les All-Star Games, ça se fait aux États-Unis, sauf si ça se passe à Toronto, mais en tout cas, ça se fait sur le continent américain. Je me dis qu'il peut y avoir une vraie envie de la part des joueurs internationaux de battre les Américains, et tandis que du côté des États-Unis, il y a une espèce de fierté à représenter le pays. La NBA, c'est américain, en se disant non, il n'y a pas moyen qu'on se fasse taper par les internationaux. Et on imagine que si un jour les Américains se font taper par les internationaux, la fois d'après, ils vont arriver encore plus le couteau entre les dents. Ils vont vouloir se venger. Et ça, je trouve ça cool parce que c'est des équipes qui peuvent rester les mêmes d'une année après l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de continuité, et une équipe qui va perdre, qui va garder les mêmes cadres l'année suivante, elle pourra essayer de prendre sa revanche. Et ça, je trouve ça super intéressant dans l'idée de faire un All-Star Game World versus USA. Donc voilà, c'est vrai que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais je pensais que c'était bien de passer un petit peu de temps sur le concept. Je vais vous présenter tout ça. On va essayer de voir avec vous quelle sélection a les plus grosses forces poste par poste, quelle
quelle sélection gagnerait, et puis à la fin, si vous imaginez qu'un tel match aurait plus d'intérêt ou non, et pour ça, vous allez répondre à tout plein de sondages, mais bien sûr, pour que vous puissiez répondre à ces sondages, moi, il va falloir que je vous présente les rosters. Et je commence par vous présenter les 2 guards qui auraient été élus par un mix de fans, de médias et de joueurs. Et là, on aurait Kyrie Irving, que j'ai déjà mis au Dallas Mavericks, évidemment, parce qu'il joue plus pour les Nets, et Stephen Curry, des Golden State Warriors. Et là, franchement, je trouve que cette traction arrière, elle a de la gueule, en vrai, parce qu'on a quand même 2 super ball handlers côté USA, on a sûrement 2 des meilleurs ball handlers de la ligue, 2 super shooters aussi, qui peuvent tous les 2 créer en pull-up. Si on parle de Kyrie Irving, de toute façon, on sait, son handle, il est complètement élite. C'est un scoreur fou qui peut créer vraiment son tir, créer la séparation, mettre des crosses dans tous les sens, être spectaculaire et être capable de mettre 30 points les yeux fermés. Non, vraiment un gros joueur qui sait également jouer off-ball, et de toute façon là il va être obligé de le montrer avec Luka Doncic, mais il l'a déjà montré dans sa carrière en jouant avec LeBron James puis Kevin Durant. On se rappelle aussi que c'est lui qui avait laissé la main à James Harden quand les deux partageaient le même maillot à Brooklyn. Kyrie Irving s'était décalé au poste 2, et j'aime cette polyvalence parce qu'on a vraiment 2 joueurs, parce qu'on va dire la même chose avec Curry, 2 joueurs qui peuvent à la fois interchanger le poste 1 et le poste 2. Curry c'est la même chose, il peut très bien porter la balle, créer des systèmes, avoir un minimum de qualité dans le playmaking. J'ai pas parlé du playmaking de Kyrie Irving, mais il est très bon aussi, on le connaît, mais sûrement le meilleur shooter de l'histoire, qui peut dégainer soit en pull-up après des dribbles et après un handle de fou, qui travaille comme un dingue et avec une adresse qui est assez incroyable, une insolence qui est dingue et un range qui est complètement dingue aussi, et aussi pareil, déléguer la création à quelqu'un d'autre comme il le fait à Golden State souvent avec Draymond Green ou n'importe qui, là comme il pourrait le faire avec Kyrie Irving, aller courir entre les écrans, utiliser son endurance et ses 15 poumons pour se libérer dans le corner à 45 ou n'importe où, dégainer en catch and shoot en sortie d'écran. Et là franchement moi j'aime beaucoup cette traction arrière. Maintenant, bon, ça manquerait peut-être un petit peu de défense. On a un Kyrie Irving qui est pas un grand défenseur, il fait le minimum, c'est pas non plus complet un trou noir, mais c'est pas non plus un grand défenseur. On a un Stephen Curry qui a fait des progrès dans le domaine, il est loin des All Defensive Team, mais au moins il est average. Bon voilà, c'est ça, on n'aurait pas une paire de lockdown, mais offensivement on a quand même deux sacrés attaquants. Et là c'est vrai que surtout j'ai parlé du shoot, donc c'est vrai qu'avec eux il y aurait énormément de spacing, mais ce que j'apprécie aussi globalement avec eux, c'est qu'on a quand même 2 gros joueurs de 1 contre 1 qui peuvent aussi très bien se frayer un chemin vers le panier. On a un Kyrie Irving qui a un toucher exceptionnel, un Stephen Curry qui près du cercle arrive à conclure aussi pareil avec un toucher de fou, une finition de fou, une adresse très folle, ils sont capables tous les deux d'envoyer des flotteurs, ils sont capables tous les deux d'aller au contact, de provoquer des fautes. Non vraiment, moi peut-être que le seul petit point faible de cette traction arrière c'est la défense, mais sinon offensivement à la fois je la trouve complémentaire, talentueuse et capable de tout faire surtout, donc moi vraiment j'aime beaucoup cette traction arrière côté USA chez les Guards. Et maintenant évidemment je vais vous présenter la traction arrière de la Team World, et là c'est quand même assez différent. Encore une fois on a quand même 2 joueurs qui peuvent jouer à la fois au poste 1 et au poste 2, même si bon là on a un Luka Doncic qui est vraiment ball dominant, lui il a beaucoup plus de mal, ce serait quand même le créateur numéro 1. On a un Shai aussi qui est plutôt ball dominant, il montre pas non plus trop qu'il peut jouer off-ball. Avoir la complémentarité, à mon avis ça marcherait, et puis de toute façon pour un All-Star Game on arrive à alterner, on arrive à se passer la balle, mais bref, de toute façon ce qu'il faut être sûr, ce qu'il faut être certain, c'est que voilà, c'est les 2 qui auraient été sélectionnés par les votes. On a un Luka Doncic qui nous fait une saison complètement incroyable avec une polyvalence de ouf, qui nous fait des stats de dingue, qui tourne à plus de 30 points par match, qui peut quasiment tourner en triple-double. Alors il tourne pas en triple-double comme Nikola Jokic, mais qui est super complet, qui peut remplir vraiment toutes les colonnes avec une efficacité de dingue, qui a un step back de fou aussi. Alors je le qualifierais pas comme un vrai shooter parce que c'est pas sa plus grande spécialité. Par contre il peut en mettre des shoots, et sa capacité aussi à mettre comme je disais, ces espèces de step back threes qui font partie des shoots les plus durs en NBA, ça montre à quel point c'est un attaquant et un scoreur gifté. Pour moi c'est beaucoup plus un scoreur qu'un shooter, et surtout un scoreur aux 3 niveaux. Donc les shoots ça fait partie de son arsenal, mettre des mi-distance ou mettre des mid-range ou mettre des flotteurs, il est capable de le faire, mais là où est sa plus grande qualité, c'est sa façon de manipuler les défenses avec ses appuis, avec ses feintes, avec son espèce de côté volant où il peut changer de rythme, poser ses pieds exactement là où il faut, finir près du cercle, provoquer la faute ou balancer une espèce de passe décisive que personne n'avait vu dans le dos pour un mec dans le corner qui va assurer. On a un Luka Doncic, c'est un petit peu le Mozart de ces années 2020, en tout cas de ces dernières années, et qui forcément dans un match All-Star Game ferait le plus grand bien à cette Team World, et qui évidemment à sa place
place parmi les titulaires et qu'on se régalerait voir jouer. Ce serait le maestro un petit peu de cette Team World. Mais à côté de lui, on a un Shai Gilgeous-Alexander que je suis content de voir titulaire parce qu'il nous fait une saison de grand dingo du côté d'OKC. Bon, c'est vrai que j'ai même pas parlé du côté clutch de Doncic, mais on a un Shai Gilgeous-Alexander qui lui aussi fait partie des joueurs les plus clutch de la NBA. Là, les deux ensemble dans le quatrième quart-temps, j'aimerais pas les avoir face à face dans un match où je suis mené de 2 points. N'importe qui peut prendre le shoot, n'importe qui peut faire la passe à l'autre aussi, parce que Doncic est très bon pour lâcher le ballon quand il faut, quand il y a une prise à 2 sur lui et pour essayer de scorer dans le money time. Et puis voilà, un Shai qui lui c'est pareil, c'est pas non plus un excellent shooter, c'est un petit peu sa faille, et c'est peut-être la plus grosse faille avec la défense aussi, mais c'est vrai que je vais pas trop insister sur la défense aujourd'hui, tellement on se met dans une espèce de mood All-Star Game où le showtime est plus vers l'attaque. Donc la plus grosse faille de ce duo peut-être c'est le shoot, où on n'a pas de spécialiste, mais par contre encore une fois dans le drive c'est assez excellent. Shai Gilgeous-Alexander c'est quand même le mec qui tente le plus de drive par match de la NBA, avec un talent de fou aussi, parce que c'est peut-être pas le meilleur sprinter, par contre en termes d'accélération, de changement de rythme, mais pareil aussi comme Luka, dans le côté feinte, scorer aux 3 niveaux, accéder au cercle, faire un petit reverse, faire le petit dribble qu'il faut et passer sous le cercle pour essayer de se protéger et aller au cercle, lui c'est un génie Shai, et vraiment j'apprécie énormément la saison qu'il est en train de nous faire. On parle de lui potentiellement comme un vrai candidat MIP et c'est mérité, et franchement de toute façon là si on le voit il serait titulaire dans la Team World sur ce backcourt. Ça montre à quel point il est en train de faire une grosse saison, et même si il a plus refait les playoffs avec OKC depuis le départ de Chris Paul, là il s'affiche en vrai franchise player de cette team d'OKC qui alors qu'on l'imaginait vraiment en fond de classement nous fait une très 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 grosse saison, en tout cas qui est largement au-delà des attentes, et pour ça un grand merci à Shai, l'empêcheur de tanker en rond, qui assure réellement du côté du Thunder avec son talent, et qui aurait une belle place je trouve dans ce backcourt de la Team World. Du coup ce duel moi je le trouvais super intéressant, parce que je vous ai demandé, ce qui est clair c'est que de toute façon on a un petit peu l'ancienne génération avec Kyrie et Stephen Curry, et la nouvelle génération avec Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, avec des qualités variées, des profils variés, et vraiment une confrontation où je pense que chacun, et en tout cas chaque équipe, en tout cas la Team USA et la Team World aurait son mot à dire, mais en tout cas vous, et avec une majorité assez écrasante, alors que je pensais que ce serait plus serré, vous êtes 74% à penser que c'est la Team World qui a les meilleurs joueurs et l'équipe la plus complémentaire, 26% pour la Team USA. Perso, moi je suis un petit peu, alors en désaccord avec vous non, je pense que c'est aussi une question de préférence, mais moi si j'avais voté j'aurais donné ma voix à la Team USA, parce que je trouve que, alors c'est vrai que le meilleur défenseur des 4 c'est Shai Gilgeous-Alexander, mais comme je disais, moi la défense j'y donne peu d'importance dans le All-Star Game, et quand je parle de complémentarité en attaque, j'ai l'impression que Kyrie Irving, Stephen Curry, c'est difficile de faire mieux, tant les deux peuvent jouer au poste 1 et au poste 2, et peuvent vraiment se trouver énormément en attaque. Enfin voilà, moi cette complémentarité là je la trouve pas aussi bien dans la Team World, et c'était mon argument. Moi j'aurais potentiellement voté Team USA, mais je respecte, de toute façon c'est bien qu'on ait des désaccords, ça permet d'en parler et de débattre. Vous êtes les 3/4 à avoir préféré la Team World, vous croyez très fort en Luka Doncic, et je le comprends vu la saison qu'il est en train de faire, donc let's go pour l'instant en tout cas. Selon vous, ce serait la Team World qui aurait la meilleure traction arrière. Maintenant, on passe du côté des frontcourts, du côté de Team USA, où les votes entre les fans, les médias et les joueurs auraient donné 3 frontcourts et 3 joueurs qui jouent un petit peu au même poste, Jason Tatum, LeBron James et Kevin Durant. Et là, franchement, on a du talent à en revendre, mais en termes de complémentarité, je sais pas, heureusement qu'on est dans un All-Star Game. Bon, si on parle des joueurs un par un, c'est vrai que c'est tous des postes 3-4, des mecs qui peuvent évoluer aux 2 postes, et ça va manquer d'un vrai 5. Peut-être que là, dans l'idée, on mettrait Kevin Durant au poste de pivot, c'est dommage parce que c'est peut-être le meilleur shooter à 3 points de tous, mais en termes de taille c'est le plus grand, même s'il manque un petit peu d'épaisseur. Ou alors LeBron peut-être au poste 5, ça se discute, bon courage au coach, en tout cas il se débrouillera avec ça. Quoi qu'il en soit, pour commencer on a Jason Tatum qui est clairement cette année, c'est normal de toute façon qu'il soit sélectionné, meilleur joueur de l'équipe qui a le meilleur bilan, qui fait des dingueries, qui tourne à plus de 30 points par match, qui je trouve a bien progressé depuis l'année dernière, ça se voit qu'il a pris de l'expérience en finale, il a mûri, je trouve qu'il a pris du grade dans le playmaking aussi, il fait moins d'erreurs, et je trouve déjà que c'était un très très bon joueur la saison dernière, je trouve encore plus sérieux, encore plus mature dans son jeu, encore plus juste, il s'en sort de mieux en mieux, et il est pas étranger à la très bonne saison de Boston. C'est dommage, on en parle peu dans la course au MVP, alors que je pense d'autres années avec moins de concurrence, il aurait peut-être pu être MVP obvious vu ses résultats collectifs et son niveau individuel. Je pense que c'est parce qu'on parle de Boston plus comme une équipe qui gagne grâce à son collectif que grâce à un seul joueur, Jason Tatum.
Tatum, mais peu importe, ça n'enlève pas que c'est un shooter très skillé, qui est magnifique à voir jouer, avec une mécanique qui est trop belle, qui peut dégainer à 3 points en catch and shoot, qui peut créer son shoot, qui peut aussi attaquer le cercle, c'est pareil, qui est athlétique, qui est rapide, qui sait tout faire, hein, un vrai mec qui a un bagage technique de fou, qui en plus de ça en défense on n'en parle pas assez, mais il a aucun souci à se taper le meilleur ailier adverse. Non, Jason Tatum, un vrai joueur de basket, et c'est normal qu'il fasse partie de ces frontcourts. Ensuite, on aurait à ses côtés LeBron James, normal, hein, de toute façon, c'est pas étonnant, même si les Lakers collectivement font une saison compliquée, on a un LeBron qui, malgré ses 38 ans, bien sûr, le poids des âges commence à se faire sentir, mais quand on regarde l'impact qu'il peut avoir, que ce soit dans le jeu, dans le leadership, dans la polyvalence aussi, à quel point il peut créer pour les autres, il peut limite être meneur de jeu, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au vu de son épaisseur, on pourrait le faire jouer poste 5 aussi, c'est la polyvalence, c'est peut-être le joueur le plus polyvalent de l'histoire, en tout cas, parmi les grosses superstars et les gens qui sont et les joueurs qui sont dans le débat du GOAT, LeBron James c'est le plus complet, clairement. Là, il y a pas longtemps, il a dépassé Karim Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur scoreur all-time. Il est encore capable de faire des dingueries, il peut encore faire des matchs à plus de 40 points à 38 ans passés, une longévité de fou grâce à un travail sur son physique de dingue. Voilà, de toute façon LeBron, je vais pas vous le présenter, hein, c'est le King, vous le connaissez tous, qui a vu son équipe des Lakers bien remaniée à la deadline, mais voilà, qui a clairement sa place dans un 5 USA au All-Star Game, et qui pourrait faire du sale de toute façon grâce à son expérience, grâce à sa science du jeu, grâce à son QI basket aussi, et sa façon d'anticiper un petit peu tout ce qui se passe sur le terrain, grâce à sa facilité pour être un playmaker aussi, hein. S'il veut, il peut tourner à 10 passes par match, s'il veut, il peut tourner à 30 points, il peut prendre ses 6, 7, 8 rebonds aussi. Non, vraiment, un LeBron qui va servir à mon avis de couteau suisse dans ce 5 de départ, et qui a une présence très 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 intéressante. Et on finit par Kevin Durant, comme troisième frontcourt. Alors bien sûr, je disais, c'est pas forcément complémentaire ces trois gars-là, n'empêche que un petit peu comme Tatum, c'est un gars qui peut scorer partout, mais peut-être avec encore plus d'expérience et plus de facilité, qui est super élégant, alors qui paraît un petit peu dégingandé un peu avec sa grande taille, ses bras immenses, mais qui peut mettre des shoots de partout, même défendus, qui shoot à une hauteur tellement folle que c'est incontrable, qui peut balancer des step back, qui peut aussi se démarquer, shooter et balancer en catch and shoot derrière, qui a une panoplie, un éventail de dingue pour aussi s'approcher du cercle, pour provoquer des fautes, qui a un QI basket très 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 développé. On parle de lui comme l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire, hein, en termes de polyvalence et de bagage technique, et c'est sûr, il peut aussi jouer en post-up, il peut balancer un fade-away, enfin vraiment, hein, il peut crosser, créer la séparation. Non, il est magnifique à voir jouer. Alors je sais que certains l'aiment pas trop, Kevin Durant, n'empêche qu'on l'a vu, lui aussi, hein, il a son âge qui avance, il a 34 ans, avant que ça parte en drama au Nets, il portait encore son équipe. On a vu une équipe de Brooklyn après l'arrivée de Jack Vaughn qui a enchaîné les wins, hein, jusqu'à ce que Kevin Durant se pète, mais là, bien sûr que c'est normal de le voir parmi les frontcourt, et mine de rien, malgré ce manque de polyvalence, Durant aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est tout comme Tatum, hein, mais peut-être encore mieux, c'est aussi un très gros défenseur. Moi j'ai apprécié comme ce qu'il a pu faire au Nets. On avait une équipe de Brooklyn qui manquait vraiment d'un protecteur de cercle ces dernières années, avant que Nick Claxton se dévoile dans ce rôle-là, et en attendant ça, qui c'était le meilleur défenseur, qui c'était le meilleur protecteur de cercle des Nets? C'était bien Kevin Durant, qui vraiment sait tout faire, et sait pratiquer aussi un basket de la win. Après, son caractère, sa mentalité, ses choix de carrière, on aime ou on n'aime pas, n'empêche que ça reste un très très bon joueur. Et voilà, même s'il n'y a pas de vrai pivot et que la complémentarité est pas super présente chez ses frontcourt, en termes de talent, on a quand même trois grands malades avec Tatum, LeBron James et Kevin Durant. Et du côté de la Team World, comme vous le voyez, on a un frontcourt très 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 différent et très porté vers l'intérieur. Autant on a Team USA qui manquait peut-être un petit peu de viande dans la raquette, autant là on a deux joueurs vraiment identifiés pivots avec Nikola Jokic et Joel Embiid, et un joueur poste 4 qui s'écarte pas trop non plus avec Giannis Antetokounmpo. C'est ce qui est assez fou, c'est que Giannis c'est le poste 4 avec deux postes 5, et finalement c'est celui qui s'écarte le moins, avec Jokic qui peut balancer quelques 3 points et Embiid qui peut mettre quelques 3 points aussi, même si les deux je préfère quand ils jouent un petit peu au poste, quoique Jokic au périmètre ça peut être assez fou. Donc en termes de complémentarité, là non plus c'est pas complètement dingue. Déjà que je me disais que les arrières ça manquait un peu de spacing avec Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic, là le spacing de cette Team World va pas être complètement létal. N'empêche que là en termes de talent
talent et de défonçage de peinture avec ces 3 gars-là, et même en termes de playmaking avec Nikola Jokic, et même en termes de polyvalence, on a de bons clients et de bons babards. Donc pour commencer, on a Giannis Antetokounmpo. Je trouve qu'on en parle trop peu, mais là, depuis le mois de janvier, il est en train d'atteindre un niveau de fou furieux, le Giannis. On a des Bucks qui n'en finissent plus de gagner, là, qui enchaînent les victoires. On a un Giannis Antetokounmpo qui, pour moi, est encore au niveau de MVP qu'il a eu les 2 années avant que Jokic le gagne, et qui, lui, mine de rien, progresse, lui aussi, hein, chaque saison, je trouve, qui en attaque. Alors, ok, c'est pas un shooter, même s'il a, il a développé un petit mid-range sur lequel il est de plus en plus efficace, son petit jump shot, là, alors il est assez irrégulier encore, mais il peut le mettre à 3 points. On l'a vu aussi de temps en temps, même si c'est pas une valeur sûre du tout, mais dans le money time, au moins, quand il est laissé tout seul, il peut dégainer, et il peut en mettre quelques-uns aussi. Donc de là à dire que c'est un floor spacer, non, il y a un vrai monde, mais n'empêche que voilà, il y a quand même des petits progrès à noter de ce côté-là. Par contre, partout ailleurs, c'est un monstre, hein, quand il décide d'attaquer dans la peinture, t'as l'impression qu'il a besoin que de faire 2 pas depuis le milieu de terrain. Alors j'exagère, hein, mais depuis la ligne des 3 points pour attaquer le cercle, il peut te balancer un Eurostep, il peut te balancer un spin move, ensuite avec ses grands bras, il peut finir avec un Tomar surpuissant. Vraiment, il est physique, il est athlétique, il a des bras immenses, des dimensions immenses, des outils de fou furieux. Il a un QI basket qui progresse aussi d'année en année. Il commence à avoir de l'expérience, hein. Maintenant, je rappelle, il a été titré, Giannis Antetokounmpo. Il a été 2 fois MVP. Il a été MIP aussi à l'époque. Enfin, il a déjà presque tout vu, hein, dans sa carrière de basketteur. Et vraiment, c'est une arme qui est très 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 dure à arrêter. T'es obligé de faire un mur. Et là, bon courage, parmi le frontcourt, Jason Tatum, LeBron James, Kevin Durant qu'on voyait avant, pour stopper les drives de Giannis Antetokounmpo, qui risquent de passer énormément de temps sur la ligne des lancers francs, parce qu'à part faire faute, il n'y aura pas grand chose à faire. Bon, heureusement, c'est la petite faiblesse de Giannis Antetokounmpo, les lancers francs, mais bon courage à eux. Ajoutons à ça que défensivement, c'est un crack, hein, qu'il a déjà été élu meilleur défenseur de l'année, qui fait toujours partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Alors je crois qu'on reconnaît pas assez son talent individuel, parce que la défense des Bucks est vraiment collective, et que Brook Lopez a une super importance aussi, et je trouve que le duo Antetokounmpo-Brook Lopez se complète à fond, et c'est eux aussi qui aident Milwaukee à faire quelque chose de bien dans la défense de la peinture. Si on ajoute Jrue Holiday en plus de ça au périmètre, enfin c'est dingue cette défense des Bucks, sans parler même de Jake Crowder qui va arriver, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais oui, bien sûr, Giannis Antetokounmpo titulaire parmi les frontcourts, c'est une évidence, mais tout comme les 2 autres, hein, de toute façon. Là, on a les 4 dernières MVP avec Jokic et Antetokounmpo, et Joel Embiid qui a fait 2 fois dauphin. Donc là, en termes de talent individuel, même s'il n'y a pas énormément de complémentarité, on a des joueurs qui clairement dominent la ligue sur ces dernières années. Parce que Nikola Jokic, que dire, lui, c'est le meilleur pivot passeur de l'histoire, et peut-être l'un des meilleurs passeurs tout court, quel que soit le poste, de toute l'histoire. C'est un mec qui fait quasiment 2m15, qui peut jouer meneur de jeu, qui peut dribbler en contre-attaque, qui peut s'arrêter au périmètre et vraiment distribuer pour les autres, qui a des yeux dans le dos, qui peut balancer des passes aveugles partout, qui fait vraiment un joueur collectif par excellence, hein, qui peut vraiment trouver les autres, qui va profiter des prises à 2 pour trouver les shooters, sauf que bien sûr que c'est pas qu'un passeur, Nikola Jokic. Peut-être que défensivement c'est le moins bon des 3 si on compare à Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid, même si je trouve que défensivement, ok, c'est peut-être pas un mec qui est fort sur l'homme à 1 contre 1, n'empêche qu'il sait très bien trouver sa place dans une défense collective et être efficace aussi. Mais par contre voilà, il sait tout faire. Lui il met peut-être pas 30 points comme Antetokounmpo et Embiid le font, mais il peut en mettre 25 parce qu'il va privilégier le jeu collectif, parce qu'il va essayer de trouver les autres. En termes de points créés, si on rajoute son scoring et ses passes décisives, c'est un truc de grand malade. Il peut prendre tout un paquet de rebonds, et ce qui est fou, c'est qu'en plus de ça, il a jamais l'air de forcer. On a l'impression qu'il est toujours à bout de souffle et que son endurance, elle en prend un coup à chaque fois, qu'il joue limite en marchant, qu'il a aucune rapidité, et pourtant, grâce à ses skills, grâce à sa science du jeu, grâce à sa façon d'utiliser son poids aussi, ses appuis, ses petites feintes, ses très bonnes mains, il peut s'approcher du panier, il peut balancer des shoots de partout, comme je disais, il peut mettre en 3 points de temps en temps également. C'est un mec ultra complet offensivement, Nikola Jokic, et voilà, il a pas été 2 fois MVP pour rien ces dernières années, il est pas candidat au MVP encore pour une 3e fois consécutive pour rien. Si on parle de stats avancées, il nous fait des trucs légendaires jamais vus pour la NBA. Nikola Jokic est déjà en train de devenir un joueur all-time, et évidemment lui aussi qu'il a une place dans le front-court. Et on finit par Embiid des Sixers. Évidemment, un monstre lui aussi, hein. Là, bon courage vraiment pour garder la peinture. Alors bien sûr, il y aura pas de spacing, mais par contre, si cette équipe-là, elle commence à jouer en post-up avec un Joel Embiid qui peut très bien enfoncer n'importe qui en NBA en 1 contre 1, il faut absolument faire une prise à 2 sur Joel. Heureusement qu'il y aura pas trop de shooters pour profiter des prises à 2, parce que t'es obligé de mettre 2 mecs sur Joel s'il a la balle, t'es obligé de mettre 2 mecs sur Giannis s'il a la balle, t'es obligé de mettre 2 mecs sur Jokic s'il a la balle. Donc parce que sinon ils s'approchent beaucoup trop du cercle et ils peuvent tout défoncer. Donc là-dessus, s'ils arrivent à faire circuler la balle entre ces 3 gars, ça peut être assez fou.
coup, alors assez unique, hein, vu le tall ball de cette équipe, vu la taille de ses joueurs et vu le poids de tous ces joueurs, mais ça peut être vraiment un truc de dingue. Embiid, qui en plus de ça, moi je trouve, a énormément progressé dans ses choix de shoot. Moi, à une époque, je trouvais qu'il prenait beaucoup trop de 3 points, il en prend toujours un petit peu trop à mon goût, mais n'empêche que là, il a compris comment en fin de match, il fallait devenir plus efficace. Là, il arrive à s'approcher près du cercle quand il faut, quand il y a besoin. Peut-être qu'il se repose un petit peu et qu'il cherche la solution de facilité pendant les 3 premiers quarts-temps en tirant un petit peu de 3 points, mais tout ça, c'est aussi pour garder de l'énergie, je pense, dans les fins de match, où il va aller chercher ses points dans la peinture, il va aller provoquer ses fautes. Il a aussi énormément progressé sur ses mid-range, hein, c'est une espèce d'horloge. Quand on voit cette espèce de pick and pop avec Harden, où on a Embiid qui s'arrête dans l'elbow, là, au niveau de la ligne des lancers francs, il met ses shoots là avec une régularité de dingue, ça part de très très haut, il peut aussi créer son shoot en face-up, je crois que c'est peut-être le meilleur joueur des 3 hein, en face-up, c'est le mec qui est capable de crosser, de prendre un step back avec des appuis qui vont super loin, une vraie polyvalence offensive, alors sûrement moins playmaker que Jokic, mais peut-être un petit peu plus défenseur, et bien sûr, alors je l'ai mis parmi les internationaux, bien qu'il ait pris aussi son passeport américain cette année, mais bon, on va retenir qu'il a 2 passeports internationaux, le camerounais et le français, contre un seul américain. Non, de toute façon, pour moi, Embiid doit faire partie des internationaux, et bien sûr, 2 fois dauphin au MVP, bien sûr qu'aussi il a sa place dans le frontcourt. Pour moi, ces 3-là, c'était obvious, et les votes des fans, des médias et des joueurs, ne s'y sont pas trompés. Moi aussi, j'aurais pris ces 3 gars. Je me demande ce que ça peut donner en termes de complémentarité, mais en termes de talent, de puissance physique, de domination et de bully ball, on a 3 très gros clients qui vont dominer ce frontcourt de la Team World, à mon avis. Et donc là encore, on voit bien hein, que dans le battle des frontcourts entre Team USA et Team World, on avait encore une vraie opposition de style, avec 3 extérieurs contre 3 intérieurs, et c'est un petit peu ça, depuis que la NBA a enlevé le poste de pivot du All-Star Game et a mis les frontcourts, c'est quelque chose qui peut arriver. Et on voit aussi que du coup les Européens sont beaucoup des intérieurs, tandis que les frontcourts américains sont plutôt des extérieurs. Quoi qu'il en soit, pour vous, il n'y a pas eu photo. Moi aussi d'ailleurs, j'aurais voté ça. Pour vous, c'est la Team World qui dominerait à 80% contre 20%. Et c'est assez fou de se dire ça quand on voit quand même le talent de Jason Tatum, Kevin Durant et LeBron James. Mais bon, en termes de talent, je crois que la Team World n'a rien à envier. Hein. Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Nikola Jokic, c'est un truc de fou aussi. Vraiment, je serais curieux de voir cette opposition de style. Ce serait difficile à faire jouer d'un côté comme de l'autre, et il y aurait de vraies faiblesses dans la raquette du côté de Team USA, il y aurait de vraies faiblesses dans le spacing du côté de Team World, mais aussi de grosses forces de chacun des deux côtés. On irait d'immenses créateurs de shoot du côté de Team USA, d'immenses joueurs en post-up du côté de Team World. Je serais curieux de voir un Jokic qui arriverait peut-être à... Et pour moi, c'est peut-être un petit peu la clé, et c'est peut-être pour ça que j'aurais mis ma voix à Team World. Parce que, quoique, on a LeBron James qui peut aussi faire jouer tout le monde. On pourrait limite avoir un LeBron en meneur et un Jokic en meneur de l'autre côté. Enfin bref, là on a sûrement un LeBron qui jouerait pivot. J'arrive pas trop à imaginer ce que ça pourrait donner sur le terrain d'un côté comme de l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que cette opposition de style, moi, elle me ferait kiffer. C'est ce que je retiendrai. Et là, cette fois-ci, alors que j'étais en désaccord avec vous pour les guards et que j'aurais donné mon point à Team USA, là, je crois, vu les performances individuelles et collectives de tous ces 3 gars là depuis plusieurs années maintenant, là, je pense que j'aurais donné ma voix à Team World malgré la présence d'énormes joueurs comme LeBron James, Kevin Durant et Jason Tatum. Alors maintenant, on passe aux remplaçants du côté de Team USA. Comme je disais, du coup, j'ai pas pris les votes des coachs parce qu'ils n'ont pas été rendus publics, donc j'ai continué avec les votes des fans, des médias et des joueurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de voir que des gars comme James Harden et Anthony Davis, qui n'étaient pas forcément dans les sélections All-Star des coachs, là, ils auraient été élus, ils auraient été au All-Star Game, et voilà, que ce soit dans le vrai All-Star Game ou que ce soit dans le côté Team USA. Et là, j'ai continué dans le même principe que d'habitude, avec 2 guards qui seraient Donovan Mitchell et Jaylen Brown, 3 frontcourt, Paul George, Zion Williamson et Anthony Davis, c'est ceux qui ont eu le plus de votes chacun dans ces catégories, et 2 wildcards, j'ai pris ceux qui ont eu le plus de votes parmi tous les joueurs restants, tous postes confondus, et là ces 2 joueurs-là c'était Ja Morant et James Harden. Et là encore on a du talent à tous les niveaux, vraiment à tous les étages. On commence par Donovan Mitchell de Cleveland, qui nous a fait la perf de la saison avec son match à 71 points. Bien sûr on a tendance à résumer sa saison à ce match-là, mais il fait une très très grosse saison du côté de Cleveland. Moi j'apprécie la façon à laquelle il s'est très vite adapté au jeu de Darius Garland. En plus de ça, je trouve qu'on a un vrai one-two punch avec Darius Garland, avec un Mitchell qui arrive à jouer off-ball, à laisser la création à Garland, mais aussi à prendre ses responsabilités quand il faut. C'est pas 2 joueurs qui jouent chacun à leur tour, c'est 2 joueurs qui se complètent bien, et Donovan Mitchell vraiment est en train de se refaire une santé, je trouve, dans l'Ohio, et nous fait une très grosse saison du côté de Cleveland. Je trouve ça cool de le mettre là, et il apporte d'énormes qualités au scoring. À ses côtés vient Jaylen Brown, le lieutenant de Jason Tatum qui est titulaire. Jaylen Brown, le Robin du Batman un peu, et quoique Robin c'est presque disrespectueux
respectueux, tellement il est utile, et je pense tellement on en parle peu. C'est un mec qui peut scorer ses 25, 26, 27 points par match. C'est un mec qui peut être clutch, qui peut, des fois on le voit pas pendant 2-3 quarts temps, et dans le quatrième quart il peut mettre 15-16 points parce qu'il sait qu'il y a besoin de lui pour scorer, mais le reste du temps il va tout faire, il va défendre, il va être intense, il va donner l'exemple, il va se battre sur tous les ballons, il va prendre des rebonds aussi. Pareil, c'est aussi un gars qui peut créer son shoot, qui peut s'effacer quand les autres vont être chauds, qui peut faire la passe au mec bien placé, qui peut aussi apporter énormément de qualité en transition parce qu'il a de grosses qualités athlétiques, un vrai QI basket, une vraie intelligence de jeu, un joueur collectif comme je les aime. Là il y aurait tellement de scoreurs dans cette équipe de Team USA que là je le vois bien en facilitateur de grand luxe, et je crois qu'il aurait sa place vraiment dans cette équipe. On enchaîne avec Paul George. Et pareil, je trouve que c'est un petit peu un mec, alors peut-être avec un potentiel plus scoreur que Jaylen Brown, et encore cette année ça se voit pas dans les stats, mais pareil, un mec qui sait tout faire et qui apporterait énormément par sa défense, par son playmaking. Là on rappelle que du côté des Clippers, avec les difficultés de Reggie Jackson qui s'est barré à la deadline d'ailleurs, et John Wall qui était tout le temps blessé, c'est Paul George limite qui joue meneur, et il s'en sort bien. Il peut faire ses 10-12 passes par match, vraiment un joueur très intelligent aussi, qui est un vrai scoreur, qui peut créer son shoot aussi, mais qui pareil brille par son QI basket, sa polyvalence, sa science du jeu, sa capacité, encore une fois, je trouve que c'est une qualité qui se ressent vraiment beaucoup chez tous les joueurs de cette Team USA, qui peut jouer à la fois on-ball et off-ball, qui a des qualités individuelles de 1 contre 1 folles, mais qui peut aussi s'intégrer dans un collectif, briller avec d'autres stars, défendre fort, quitte à être un peu dans l'ombre. Non, vraiment, cette place de Paul George, je la trouve intéressante, et à mon avis, dans cette team-là, il aurait une vraie place. On enchaîne avec Zion Williamson, qui bien sûr est blessé actuellement, et ne fera pas le All-Star Game, ne ferait pas le All-Star Game de toute façon, même dans ce dispositif-là, mais qui aurait été élu dans ce All-Star Game 2023 par ce pool de fans, de médias et de joueurs. Et Zion Williamson, on le connaît, quand il est en bonne santé, c'est juste un monstre, bien sûr. Et là, ça ferait du bien, je crois, face aux 3 pivots qu'on a vus du côté de Team World, d'avoir un petit peu de viande dans la raquette pour les stopper. Avec Anthony Davis, on en parlera juste après, qui peut défendre fort. Ça ferait du bien d'ajouter un petit peu de poids à cette équipe. Zion Williamson est là pour ça, mais en plus de ça, c'est pas juste un gros babar qui va apporter de la viande et faire des fautes. Bien sûr, lui, il peut bully tout le monde. Il va se retrouver souvent avec des match-ups favorables desquels il pourra profiter. C'est un mec qui est skillé aussi, qui peut dribbler, qui peut créer son tir. Alors bien sûr, je lui demande pas trop de s'éloigner de la raquette, c'est pas non plus un gros shooter à 3 points, mais j'apprécie qu'il puisse à la fois jouer le rôle de poseur d'écran, et puis ensuite se roll et cut vers le panier pour tout défoncer derrière, parce que une fois qu'il est lancé, Zion, t'arrives pas à l'arrêter, mais également jouer le rôle de porteur sur pick and roll, encore un créateur supplémentaire. Tu lui poses un écran, il arrive à prendre l'avantage, pareil, s'il se lance sur 1 ou 2 pas, bon courage pour l'arrêter. C'est juste un déménageur dans la raquette qui peut tout faire, et qui même a progressé en défense, je trouve, au moins dans la protection du cercle. Je trouve que depuis qu'il était arrivé en NBA, c'était un peu sa faille, la défense. Là, je le trouve de mieux en mieux, et bien sûr qu'il ferait du bien dans cette Team World en bonne santé, le Zion. Et celui qui ferait du bien également, évidemment, pareil, qui a un petit peu les mêmes soucis, s'il était en bonne santé, ce serait Anthony Davis. Anthony Davis en bonne santé, de toute façon, ça fait juste partie des meilleurs défenseurs de la NBA. Et ce qui est appréciable, c'est que oui, il ferait du bien pour défendre sur des mecs comme Antetokounmpo, comme Jokic et comme Embiid. Il pourrait protéger le cercle, mais ce qui est cool aussi avec Davis, c'est sa mobilité et sa capacité à switcher sur des arrières, sa capacité à défendre le pick and roll super bien, parce que je crois bien que vu les phénomènes qu'il y a dans l'autre équipe, des pick and roll, il y en aurait dans tous les sens. Lui, il a des très grands bras, il se positionne toujours bien, il a un vrai QI basket, une science du jeu défensif qui ferait du bien, et en attaque, mine de rien, ça reste aussi un très bon joueur. C'est vrai que je parle que de sa défense, mais lui aussi peut s'inscrire dans un dispositif assez intéressant. Il peut jouer le pick and pop, le pick and roll, il peut aussi se faire oublier au dunker spot, balancer un cut quand il faut, pour finir près du cercle sans souci, mais également c'est aussi un mec qui peut créer son shoot, que ce soit en mid-range ou à 3 points, avec des très bons appuis, des très bonnes feintes. Son seul problème, en vrai, son seul souci, c'est sa santé à Anthony Davis. Mais on se rappelle, là, cette saison, avant qu'il se pète, il affichait un niveau de candidat au MVP, et les Lakers commençaient même à gagner. Dommage qu'on le voit si peu en bonne santé, Anthony Davis, mais si on imagine que tout le monde est en bonne santé, bien sûr que Anthony Davis, à mon avis, aurait un rôle primordial sur ce banc de Team USA, surtout quand on voit comment le 5 de départ manque cruellement d'intérieur. On enchaîne avec Ja Morant. Ja Morant, une des sensations de ces dernières saisons. Si c'est Shai Gilgeous-Alexander qui fait le plus de drive de cette saison en NBA, Ja Morant, la saison dernière, on se rappelle, c'était celui qui mettait le plus de points dans la peinture. Moi, j'aime bien parce qu'il a un profil différent des autres. On a pas mal de gars qui peuvent shooter parmi les extérieurs. Lui, il peut apporter son énergie, il peut apporter sa puissance, il peut apporter ses qualités athlétiques, sa vitesse, son accélération et sa capacité à accéder au cercle et à pas, il aura pas peur. Tu peux mettre un Embiid dans la peinture, il aura pas peur d'essayer de lui monter dessus. Jokic, c'est pareil. Giannis,
c'est pareil. Alors je dis pas qu'il va y arriver à tous les coups, n'empêche que dans le pire des cas, il provoquera une faute et même si les autres se positionnent bien pour lui mettre en contre, il pourra se rééquilibrer en l'air, finir avec son toucher, sa main droite, sa main gauche. Non, il a vraiment une panoplie de fou pour finir des deux mains, un éventail de dingue offensif quand il est près du cercle et dans la raquette. Vraiment des changements de direction, des changements de vitesse qui font de lui un super joueur. Quelques progrès à 3 points aussi, même si c'est pas toujours un crack qui font du bien. C'est pas le meilleur défenseur du monde, c'est sûr, mais il sait au moins se mettre sur les lignes de passe, se jeter sur les interceptions et partir en contre-attaque. Et ce sera cool d'avoir un Ja Morant dans l'équipe qui apportera justement cette énergie en sortie de banc. Et on finit justement par James Harden. Et je suis content de le voir là, parce que, comme je le répète, si on faisait ma méthode de vote, il aurait été élu, en tout cas en wildcard parmi cette team USA. Et James Harden, qui, ça y est, maintenant il a joué assez de matchs, c'est juste le meilleur passeur de la NBA cette saison, dans une équipe de Philadelphie qui est quand même top 3 à l'Est. Sa relation avec Embiid devient de plus en plus intéressante, de plus en plus valuable. Leur espèce de pick and roll marche très bien, ou le pick and pop que je disais marche très bien. Là on voit, de toute façon, les Sixers, alors Harden il peut quand même mettre sa vingtaine de points par match sans souci. Quand il y a besoin de mettre un step back 3, alors ça se sent arriver à 3 km, quand il commence à dribbler sur place et à enchaîner les crosses et les hésitations, tu peux être sûr qu'il va prendre un step back. Mais ça, la défense a beau le savoir, il va réussir à le prendre et il peut être très en réussite sur ses step back. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'il a aussi développé son jeu off-ball. Alors c'est pas le joueur off-ball qu'il était au OKC, mais quand même il apprend de plus en plus à jouer comme ça, avec un Embiid qui porte la balle. Il peut même laisser un petit peu la balle à Maxi, et ça apporte vraiment de la plus-value dans le jeu d'Harden et dans le jeu de Philadelphie. Ça apporterait de la plus-value, je pense, dans cette team USA, avec tous ces mecs qui sont capables de porter la balle, d'avoir un mec capable aussi d'exister sans le ballon, un de plus. Et surtout, moi je pense que ce qui peut faire le plus de bien, surtout sur ce banc-là, c'est son énorme playmaking. Là, à Philadelphie, on a des mecs qui peuvent briller, on le voit régulièrement dans les matchs. On a des George Niang qui sont trouvés, on a des Tyrese Maxey qui sont trouvés, qui arrivent souvent à mettre des 3 points et à prendre feu derrière la ligne à 3 points. Souvent, on leur donne énormément de crédit, mais on oublie que s'ils mettent ces shoots-là avec autant de réussite, c'est que souvent, on a un James Harden qui va arriver à fixer la défense, à leur faire les passes pile au bon endroit, pile dans le bon timing, pile comme il les aime. Et là-dessus, je trouve que c'est un vrai crack, James Harden. Et finalement, ouais, j'aime bien ce profil différent qu'il apporterait, ce profil de playmaker. Dans cette équipe de Team USA, il n'y aurait pas forcément besoin de ses points, il n'y aurait pas forcément besoin de le voir jouer en ISO, mais il y aurait besoin de son playmaking. Et dans ce profil-là, je pense qu'il apporte énormément de qualité à ce banc qui vraiment a de la gueule, je trouve. Et maintenant, on passe au banc de Team World, qui, je vous l'avoue, me fait un peu moins rêver que le banc de Team USA, même si je veux pas spoiler et que je veux vous laisser voter comme vous voulez. Parce que déjà, bien sûr, là j'ai pris les sélections, encore une fois je le répète tout le temps, mais c'est important de le dire dans ce live pour que vous sachiez comment j'ai fait, les sélections qu'auraient fait les fans, les médias et les joueurs. Moi par exemple, j'aurais peut-être pris du Jamal Murray, j'aurais sûrement pris du Rudy Gobert aussi, j'aurais peut-être même pris du Kristaps Porzingis, même si ça aurait été chaud de lui trouver une place. C'est pas forcément les réservistes que j'aurais choisi, n'empêche que là c'est pas mes choix, c'est les choix des fans, des médias et des joueurs, pas des coachs mais des fans, des médias et des joueurs, et voilà ce que ça aurait donné. Donc finalement il y a quand même pas mal de profils différents qui sont intéressants. Je veux pas non plus les enterrer tout de suite, peut-être moins de talent au premier abord, mais beaucoup de complémentarité, en tout cas pas mal de profils qui peuvent apporter des choses intéressantes, pas mal de mecs qui peuvent se muer en soldats, après l'énorme 5 qu'on a vu, qui je rappelle était composé de Shai Gilgeous-Alexander, de Luka Doncic, de Giannis Antetokounmpo, de Joel Embiid et de Nikola Jokic. Là on a du talent, mine de rien, du talent et surtout des soldats, des guerriers, et qui, leur but, ça va être d'essayer de faire une seconde unit soudée, et on le sait. Alors bien sûr, dans un mode All-Star Game, on n'imagine pas ça, mais là, on essaye de se dire que ce serait peut-être niveau finale NBA, et essayer de voir comment ce serait complémentaire. Et donc on commence par Jordan Clarkson de Utah, qui lui bien sûr n'est pas All-Star Game cette année, qui est philippin, je rappelle, et qui est là pour ça, mais qui, je trouve, s'il y avait eu 2 All-Stars, en plus de ça se passe à Salt Lake City, donc ce serait mérité. S'il y avait eu 2 All-Stars du côté du Jazz, il aurait clairement mérité sa place. Moi je trouve qu'on a un Jordan Clarkson là, qui d'habitude était 6ème homme, et qui là dans cette sélection retrouverait son rôle de 6ème homme, mais qui en tant que titulaire à Utah a vraiment explosé cette saison, qui peut scorer, mais qui peut faire tout plein de choses sur un terrain, et qui, je trouve, surtout, c'est là où il a fait des progrès, joue de plus en plus intelligemment. En début de carrière c'était surtout un croqueur, le Clarkson. Aujourd'hui c'est vraiment un joueur qui arrive à se muer dans un collectif, qui reste toujours un scoreur avant toute chose, mais voilà, qui joue beaucoup plus dans le flow du jeu, qui arrive aussi à laisser faire en sorte que le jeu vienne à lui, et qui ensuite aussi, avec sa façon atypique de jouer, son air un petit peu gauche, des fois un petit peu maladroit, avec ses appuis imprévisibles, n'empêche qu'il arrive à s'approcher du panier avec son style bien à lui, à feinter ses défenseurs, et j'aime beaucoup ce qu'il est capable de faire de ce côté-là du terrain. Donc maintenant c'est sûr, c'est pas un énorme défenseur, n'empêche qu'en pétard ambulant
sortie de banc, un Jordan Clarkson qui peut en plus de ça te balancer des 3 points autant qu'il veut presque, en catch and shoot, et qui peut faire des séries où il est complètement chaud, ferait énormément de bien. Après forcément la surprise dans ces réservistes, elle vient un petit peu de Ben Simmons, parce que Ben Simmons, si on se rappelle de ma vidéo des Awards de la semaine dernière, il faisait partie, alors pas des 3 plus grosses déceptions selon vous, mais du top 4 des plus grosses déceptions de la saison. Donc oui, un Ben Simmons qui, c'est clair, de toute façon c'est un ancien numéro 1 de draft, on aurait presque pu imaginer au moment de sa draft que lui, il aurait fait partie des mecs qui auraient été obvious dans le 5 de départ. N'empêche que voilà, mine de rien, parmi les votes, il aurait une place dans les réservistes, donc même s'il est décevant, ça montre qu'il a quand même une certaine cote, une certaine hype, une certaine valeur, et ce qui est intéressant, c'est que oui, au moins il aura un profil différent, parce que Ben Simmons, c'est un euphémisme de le dire, ce n'est pas un scoreur, ce n'est pas un shooter. Par contre, ça peut être un super défenseur qui peut switcher vraiment, qui peut être aussi efficace il peut éteindre un meneur grâce à ses grands bras, sa mobilité et sa vitesse latérale, mais il est suffisamment costaud, solide aussi pour défendre dans la peinture, défendre dans la raquette. J'aime aussi le fait qu'il soit capable, avec ses qualités athlétiques, d'aller choper des interceptions très hautes, de mettre des contres très hautes, très haut aussi. En fait, on se rappelle qu'il a joué au football australien. J'avais lu une interview qui m'avait plu concernant Ben Simmons. Il expliquait que justement il avait eu l'habitude de ces combats défensifs où il allait justement chercher des ballons aériens pour essayer de rendre la balle à son équipe et de faire des interceptions, et ça fait qu'il a pas peur du contact. Et une des qualités qu'on peut bien aimer, même si je sais qu'il fait partie des joueurs qu'on aime le plus critiquer, Ben Simmons, une des choses qu'on peut apprécier chez lui, c'est que quand il y a des 50-50 balls, souvent elles lui reviennent. Donc je pense que dans cette équipe, il aurait principalement un rôle défensif, et quand on voit la qualité des extérieurs, notamment dans le 5 de Team USA, il aurait un rôle aussi, je pense, pour les éteindre. Il partirait en mission là-dessus, et en attaque, même si évidemment il va encore ruiner ton spacing d'une équipe qui n'en a déjà pas beaucoup, il pourrait au moins apporter ses qualités en playmaking, et pour ça je pense que Simmons peut être intéressant. Vient ensuite Lauri Markkanen, l'une des excellentes surprises de cette saison, on parlait de Shai Gilgeous-Alexander qui est dans le 5 de cette équipe, et qui peut être un des candidats obvious pour le MIP, mais pour moi l'autre candidat obvious c'est bien Lauri Markkanen, qui nous fait une saison de dingue, où il montre du côté du Jazz que ce n'est pas juste un floor spacer comme on pouvait l'utiliser avant, c'est aussi un scoreur qui peut créer quand il a des responsabilités, qui peut jouer off-ball, qui peut mettre des 3 points, mais qui peut aussi jouer en face-up, qui peut jouer le 1 contre 1, qui peut s'approcher du cercle, et qui est vraiment gifté, qui est très mobile, qui est très à l'aise, qui est très grand aussi, et qui a énormément de dextérité, et voilà, qui nous fait une grosse saison, et qui, je pense, dans son profil aussi, amènerait pas mal à ce banc. Un Pascal Siakam, des Raptors, alors des Raptors qui sont décevants cette saison, mais je pense qu'on peut pas trop en vouloir à Siakam. Siakam, il est propulsé en tant que franchise player, il fait ce qu'il peut dans ce rôle, mais bon, voilà, il nous a fait quand même un match à plus de 50 points cette saison. C'est un mec qui peut vraiment créer pour lui. En début de carrière, on se rappelle, c'était surtout un mec qui était utilisé sur des cuts et des contre-attaques. Depuis, il a presque progressé chaque saison jusqu'à devenir un All-Star. Voilà, il va être parmi les remplaçants cette année dans le vrai All-Star Game. Là, il serait parmi les remplaçants de cette Team World. Et clairement, comme je disais, c'est un mec qui peut jouer à l'intérieur, qui peut jouer off-ball, qui peut aussi jouer un petit peu le rôle de rollman. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est comment il peut créer pour lui aujourd'hui, comment il peut jouer le 1 contre 1, comment il peut être athlétique aussi, comment il peut s'approcher du cercle, et même comment il a développé son QI basket, sa science du jeu et sa vision du basket pour faire des passes, pour faire de meilleurs choix, voilà, il a juste su soigner son jeu, il a juste su prendre de l'XP, et aujourd'hui c'est un joueur majeur de la NBA, un joueur majeur de Toronto, et je trouve ça cool qu'il ait une place dans cette Team World. Vient ensuite Domantas Sabonis, évidemment, mais qui lui aussi va faire le All-Star Game en vrai avec cette équipe de Sacramento. Des Kings, très bonne surprise de cette saison, qui pour l'instant sont 3e de la conférence Ouest, bien sûr grâce au duo d'Aaron Fox, Domantas Sabonis, et souvent d'ailleurs on parle de Domantas Sabonis avant tout, parce que c'est lui qui est arrivé en cours de saison dernière, qui a réussi à s'adapter peu à peu à cette équipe, et qui les a fait passer un step jusqu'à devenir une équipe qui fait peur. Alors peur à toute la ligue, c'est peut-être un bien grand mot, mais qu'on n'aime pas affronter, et qui peut battre finalement tout le monde sur un match. Et un Sabonis qui j'apprécie déjà, comme il est utilisé souvent au poste 5, j'apprécie sa vision de jeu, c'est aussi un vrai pivot passeur à l'européenne. Alors c'est pas forcément un Jokic non plus, mais il sait tout faire sur un terrain, c'est pas le meilleur défenseur du monde c'est sûr, mais voilà, c'est un petit peu, alors Jokic du pauvre c'est assez sévère pour le pauvre Sabonis, mais un petit peu comme son père, qui avait une super vision de jeu, qui peut créer son tir, qui fait souvent la bonne action, qui joue très juste, qui peut jouer le pick and roll, et même en défense j'étais sévère avec lui, parce qu'en défense il fait quand même le minimum. Non,
un Sabonis qui apportera de la vraie présence et surtout de l'intelligence de jeu dans ce banc de la Team World. Ensuite, on enchaîne avec Andrew Wiggins. Alors Andrew Wiggins, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais bon, parmi les votes, il serait arrivé là. Depuis qu'il s'est blessé, il est revenu à un niveau très critiquable. Et j'avoue qu'on revoit depuis quelques semaines, voire peut-être même un peu plus d'un mois maintenant, depuis qu'il est revenu de sa blessure, le pire visage d'Andrew Wiggins. Celui qui faisait pas les bons choix, celui qui forçait un petit peu ses tirs à 3 points, qui n'attaquait plus le cercle, qui était un petit peu soft, et qui du coup, quand il est pas en confiance en attaque, défend même un petit peu moins aussi. N'empêche que bon, en début de saison, c'était toujours le même Andrew Wiggins, celui qu'on connaissait en fin de saison dernière, celui qui était dans sa lignée de la saison des finales de l'année passée, où il avait fait un énorme taf sur Jason Tatum, un mec qui peut vraiment trouver ce rôle défensif quand il est en confiance et quand il se sent bien, qui peut mettre ses shoots en catch and shoot, encore une fois quand la confiance est là, et qui, quand il décide de jouer juste, en termes d'attaque du cercle, de drive et de qualité athlétique, peut aussi être un vrai joueur. Donc lui aussi, c'est un ancien numéro 1 de la draft, comme Ben Simmons. Voilà, même si comme je disais, je suis un petit peu déçu de son niveau sur ces dernières semaines, n'empêche que voilà, trouver Andrew Wiggins dans cette équipe, ça me surprend pas plus que ça, même si pour moi, comme je disais tout à l'heure, il y a des absents potentiels comme Murray, comme Gobert, potentiellement comme Porzingis aussi. Il faudrait voir qui est-ce qu'on enlève, mais je pense que j'aurais réfléchi à eux. Mais voilà, Andrew Wiggins en tout cas, qui arrive dans les wildcards, parce que les deux gardes c'était Clarkson et Simmons, les forwards, enfin les frontcourts c'était Markkanen, Siakam et Sabonis, et les deux wildcards c'est Wiggins et Banchero. Je suis content de trouver une wildcard à Andrew Wiggins. Et là, je vais vous le dire clairement, j'ai hésité, mais Banchero qui est un Italo-américain, je me suis dit, est-ce qu'on le met dans la Team World ou pas? Si ça avait pas été lui, selon les votes, c'était Kristaps Porzingis, c'était même pas Rudy Gobert qui aurait pris sa place. Donc c'est dommage, parce que je trouve que Rudy Gobert aurait une vraie place de pivot sur ce banc aussi. Mais peu importe, j'ai décidé de le mettre quand même dans cette Team World, Paolo Banchero, parce que il a choisi l'Italie pour jouer avec l'équipe nationale. Donc il a décidé même s'il a les deux passeports, il a décidé de jouer avec la sélection italienne. Donc je me suis dit, let's go, on le met aussi dans cette Team World. Et lui aussi apporte un profil que je trouve pas mal, un petit peu dans le même profil que Siakam finalement. Un mec un petit peu en poste 4 qui peut créer, qui peut tout faire sur un terrain, qui est pas juste un intérieur qui va cut, qui va jouer le pick and roll et qui va juste faire du catch and finish. Non, Paolo Banchero, il va dribbler, il va balancer des crosses, il peut balancer un step back à 3 points, il peut créer la séparation aussi parce que c'est un mec qui est très skillé, d'autant plus pour un rookie. J'aime sa jeunesse, j'aime sa fougue, j'aime son énergie. C'est numéro 1 de la draft, encore un dans cette équipe Team World qui avec ce format-là pourrait être All-Star dès sa première saison en NBA, un vrai accomplissement, mais en même temps il mérite, il nous fait des stats de ouf où il marque des points, plus de 20 points par match, il prend des rebonds, il fait des passes et il s'affiche déjà en franchise player de cette équipe d'Orlando qui, même si elle fait partie des plus mal classées de la NBA, arrive de plus en plus à jouer un beau basket, et pour ça je trouve que Paolo Banchero a de vraies responsabilités. Donc ouais, peut-être que sur le talent pur individuel on a moins de talent chez les réservistes de la Team World que de la Team USA, je crois que c'est rien de le dire, n'empêche qu'on a quand même des profils très intéressants dans cette Team World, et même si c'est pas ses remplaçants que j'aurais choisi, je trouve que ce banc, là aussi, il a de la gueule, et si on imaginait une finale compétitive, tous ces guerriers pourraient peut-être faire quelque chose en sortie de banc dans cette seconde unit. Et donc dans ce duel des réservistes par rapport à Team USA et Team World, là il n'y a pas eu photo, et après que vous ayez préféré pour les guards et pour les frontcourts la Team World, là pour le banc vous êtes une grande majorité, vous êtes 94% à préférer Team USA à Team World, et je comprends, il y a beaucoup plus de talent sur Team USA. Le banc de Team World en plus, je pense que c'est vraiment pas celui que j'aurais choisi, je sais que je le répète, mais c'est important de se dire ça, n'empêche que c'est le banc qu'auraient choisi les fans, les médias et les joueurs pour ce All-Star Game. Maintenant voilà, moi ce que j'apprécie quand même dans le banc de Team World, c'est le côté guerrier, le côté où il y a pas mal de gars qui peuvent se sacrifier pour l'équipe, et vraiment une vraie seconde unit qui pourrait sortir du banc avec des joueurs peut-être plus aptes d'obtenir des rôles un peu de second couteau que du côté de la Team World, mais du côté de la Team World, ce talent il est limite intouchable, limite imbattable, et c'est normal. Moi aussi bien sûr que j'aurais voté, du côté de la Team USA, ouais, moi aussi j'aurais voté pour Team USA comme 94% d'entre vous. Peut-être la seule faiblesse du côté de la Team USA, c'est les blessures, avec des mecs comme Paul George, comme Zion Williamson ou comme Anthony Davis, même si Paul George ça va cette saison, qui se blesse souvent, Jaylen Brown aussi qui est blessé actuellement, c'est peut-être leur seul talon d'Achille si les mecs sont pas en bonne santé. Peut-être que le côté polyvalent et le côté soudé de cette Team World au niveau du banc pourrait avoir un petit espoir, mais non, évidemment en tout cas que moi aussi j'aurais voté Team USA pour les bancs. Épilogue.
Alors, si on fait le bilan global de tout ce live, ce qu'on a vu, c'est que pour vous, les arrières et les frontcourt de la Team World domineraient les arrières et les frontcourt de la Team USA dans le 5 de départ. Donc pour vous, le 5 de départ de la Team World dominerait le 5 de départ de la Team USA. Ça se discute, de toute façon, on l'a déjà dit, ce serait des oppositions de style. En tout cas, selon vous, ça dominerait. Par contre, le banc de la Team USA écraserait le banc de Team World. Du coup, moi, je me suis amusé, enfin, en tout cas, avec les modos se sont amusés à vous faire un sondage qui gagnerait ce match. Et pour vous, quand même, ce serait Team World qui remporterait cette rencontre à 60% contre 40% contre Team USA. Moi, si j'avais voté, j'avoue, je serais en désaccord avec vous encore une fois. De toute façon, moi, je vous avais dit, je préférais peut-être les guards de la Team USA. Moi, j'aurais voté Team USA parce que, clairement, je pense que le banc aurait de l'importance, les rotations auraient de l'importance. Et même si c'est vrai que du côté de Team World, on pourrait trouver de l'alchimie, de la complémentarité et des mecs un petit peu plus capables de se muer en role player, je trouve qu'il y a beaucoup trop de talent sur le banc de la Team USA pour qu'elle reste en bonne santé. Et pour moi, il y a encore un vrai écart, en tout cas avec les sélections que les votes auraient donné. Il y a un vrai écart entre Team USA et Team World. Et moi, c'est vraiment Team USA que j'aurais choisi pour gagner ce match. Mais qui sait, en tout cas sur un match, tout est possible. Et ce serait quand même, je pense, très intéressant de voir ça. Et la preuve, parce qu'on a fait encore un sondage, et vous étiez 68% à dire que ce format Team World face à Team USA vous hyperait plus que le format actuel avec les drafts et les équipes qui changeraient. Alors ceux qui sont contre, les 32% qui sont contre, et je les comprends, disent, moi, un All-Star Game, j'ai envie de voir les meilleurs joueurs, et j'ai pas envie de voir du Jordan Clarkson, du Ben Simmons ou du Paolo Banchero, alors qu'il y a des Américains qui méritent plus. Et tout ça, je peux l'entendre complètement, et c'est pour moi la principale faille, et ça montre peut-être qu'il y a encore un petit écart, en tout cas dans la profondeur et le pool de joueurs, même si évidemment on peut rajouter des Jamal Murray, des Rudy Gobert ou des Kristaps Porzingis dans la Team World. Évidemment, je crois qu'aujourd'hui, on a plus d'Américains que d'internationaux qui mériteraient une sélection All-Star Game, et je comprends tous ceux qui préfèrent voir juste les meilleurs joueurs, les 24 meilleurs joueurs, plutôt que 12 et 12, avec peut-être un avantage pour les internationaux, vu que le pool est un petit peu moins important. Par contre, les 68% qui sont pour ce format-là, moi je suis partagé, c'est 50-50, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre avis. Vous apprécieriez le fait qu'il y ait une vraie rivalité, en tout cas, parce que certains pensent qu'il y a trop de showtime aujourd'hui et pas assez de tension, pas assez de suspense, pas assez de compétitivité dans le All-Star Game à l'heure actuelle, qui est juste fait pour le showtime et pour la fête, alors que effectivement cette rivalité World USA qui pourrait se prolonger au fur et à mesure des années, moi c'est ça que j'aime bien, de voir les mêmes cadres qui resteraient d'année en année et qui se diraient l'année dernière on a perdu, mais les gars cette saison on va se venger et on va essayer de tout péter. Moi ça je pense que ça peut rajouter pas mal de compétitivité à ce All-Star Game, et ça c'est l'argument qui me ferait pencher pour ce format-là. Donc pour l'instant, c'est 50-50. Quoi qu'il en soit, ça fait pas partie, alors bien sûr ça fait partie des rumeurs, mais pour l'instant il y a encore rien d'officiel, rien ne dit que la NBA pourra passer à un tel format dans les années à venir. Peut-être que pour qu'on passe à un tel format, il va falloir que le pool et le vivier de joueurs internationaux deviennent encore plus puissants, parce que autant on a d'excellents joueurs internationaux, comme je disais, les derniers MVP, du Nikola Jokic, du Giannis Antetokounmpo, on a Joel Embiid aussi qui était toujours bien classé, on a Luka Doncic aussi qui s'affiche en candidat pour le MVP, on a les superstars qu'il faut du côté de la Team World, on n'a peut-être pas encore assez la profondeur pour que un tel format deviennent limite évident tellement il serait cool. Donc pour l'instant c'est peut-être pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, dans l'idée, ce format a l'air de vous plaire. Voilà, si vous voulez que ça arrive, à mon avis, il n'y a plus qu'à espérer que le vivier de joueurs internationaux devienne de plus en plus profond, de plus en plus puissant et de plus en plus talentueux. Et ce qui est plutôt cool, c'est que c'est le chemin qui est en train de prendre la NBA depuis ces 10, 20, 30 dernières années, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors ce All-Star Game World versus USA, eh bien pourquoi pas l'imaginer un jour si ça continue comme ça. Voilà pour ce qui est de ce All-Star Game World versus USA, et voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi de ces deux teams? Quelles sont les forces et les faiblesses de chacune d'elles? Et surtout, selon vous, qui gagnerait entre ces deux sélections? Et puis surtout, répondez-moi à la question primordiale dans les coms. Est-ce que ça vous plairait une telle formule? Alors allez-y, lâchez-vous en bas de cette vidéo, la section est exactement là pour ça. J'ai hâte de lire vos avis et vos commentaires. Je vous le rappelle aussi, pour ne rien manquer de la NBA et des playoffs, pour profiter d'une offre de ouf à 84,99€, et pour soutenir la chaîne, il faut s'abonner au League Pass, avec le lien que vous trouverez dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time, la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, tout se passera à nouveau dans la description. A très vite.